On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du show de la résilience destiné au personnel de la santé de Saint-Jean-sur-Richelieu qui se prépare pour l'automne prochain aux Deux-Rives. Mais d'abord, on reçoit ce Joannais qui est allé passer 24 jours à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine. Il ne pouvait rester chez lui. Il voulait absolument aller là-bas pour aider. Depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et beaucoup trop, bien malheureusement, on voit ce conflit qui s'éternise en Ukraine. Mais rappelons-nous, dans les premiers jours du déclenchement de cette invasion des Russes, un peu partout dans le monde, et notamment ici au Québec et au Canada, on a été extrêmement touchés par ce conflit-là. Probablement parce que ça touche évidemment un pays où on a un train de vie qui peut ressembler au nôtre. Il y a la Russie qui est impliquée, il y a une menace nucléaire, il y a l'Occident, bref. Tout le monde a été très, très, très touché. Certains, peut-être plus que d'autres, qui ont décidé de plier bagages et d'aller tout simplement aider là-bas. C'est le cas du citoyen joannais Stéphane Baudin qui est avec nous et qui est revenu. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bon, expliquez-nous tout d'abord qu'est-ce qui vous est passé par la tête dans les premiers jours du conflit pour décider d'aller aider là-bas. Oui, c'est vraiment important de se remettre dans la situation qu'on était, ce qu'on a vécu, en fait, au mois de février, début mars. C'est que les médias, évidemment, ont beaucoup parlé, puis on voyait les images. Pour moi, les images des femmes et des enfants qui devaient quitter mari et père pour s'en aller, fuir le pays en guerre, et avec le fait que peut-être qu'ils ne se reverraient plus jamais, ça m'a touché personnellement. Ça m'a touché personnellement. Et puis, l'idée, tranquillement, que j'avais la possibilité d'aller sur place pour aider. Donc, ça, c'est apparu. Puis, l'idée, tranquillement, fait son chemin en parlant avec des amis. Puis, j'ai décidé d'y aller. Quand une situation comme celle-là arrive et qu'on est extrêmement touché, on se dit, on se sent impuissant. Oui. Puis, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais moi, je me disais, on pourrait même héberger une famille. Je ne sais pas. On essaie de dire comment on peut aider. Vous, visiblement, vous vous êtes dit, bien, pourquoi aller là-bas pour les aider? Pourquoi ne pas les aider autrement? Pourquoi poser ce geste d'aller là-bas? Premièrement, j'ai fait comme beaucoup de gens. J'ai donné à la Croix-Rouge, mais l'élan d'aller aider là-bas est apparu. Puis, juste le fait que je me suis mis à en parler, j'ai eu tranquillement des contacts, des personnes qui connaissaient des personnes qui étaient là-bas, puis qui avaient besoin d'aide concrète. Besoin de transport, besoin d'aller porter des trucs à la famille. J'ai eu un contact directement en Ukraine d'une personne qui était dans la résistance, puis qui a communiqué avec moi, qui avait besoin de matériel militaire. Donc, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin pour se rendre sur place. Et puis aussi, mon expérience en tant qu'éducateur spécialisé, j'avais l'impression que je pouvais aider directement les personnes là-bas à la frontière. Et que c'était plus utile d'y aller physiquement pour vous. Vous aviez vraiment le sentiment de pouvoir aider davantage en étant sur place. Il y a une partie de moi qui réalise que je répondais à mon besoin. Et ça, faut pas être... faut être honnête avec soi-même. On répond à notre besoin. On est touché, je l'ai été beaucoup, et mon besoin était de m'impliquer. La forme que ça a pris, c'est tranquillement que c'est venu clair. Mais oui, moi, c'était vraiment ça, là, mon besoin à moi. Puis, je savais que ça pouvait rejoindre des gens là-bas. Bon, là, vous avez mis sur pied un GoFundMe. Oui. D'ailleurs, je suis allé voir ce matin, je pense qu'il est à 20 000 ou à peu près. J'ai atteint exactement mon objectif. J'étais dans ma 3e semaine là-bas. L'objectif était au début de 10 000. Et après une semaine, c'était atteint. Donc, ça a été déterminant. De voir que les gens, premièrement, mes proches, la communauté autour de moi, sont mis rapidement à envoyer des sommes. Moi, ça a comme validé ce que je voulais aller faire là-bas. Et j'ai reçu rapidement des encouragements. Donc, j'ai augmenté le GoFundMe, l'objectif, qui était quand même assez ambitieux, de 20 000 $. Et puis, ça a fonctionné. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Plusieurs choses. J'ai dit aux gens, moi, je paye mon voyage. Je paye mon billet d'avion. Je paye mon hébergement. Je paye le fait que je ne travaillerai pas pendant un mois à mon entreprise. Donc, c'est plusieurs milliers de dollars que j'ai investis personnellement. Mais l'argent qui va m'être remis va servir au transport
et à fournir des biens de première nécessité, que ce soit la nourriture, que ce soit mettre de l'essence, que ce soit des produits hygiéniques. Donc ça, c'était le but. Et c'est ça qui est arrivé, en fait, là, arrivé sur place. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de besoins et puis que c'était pas difficile à trouver des gens. Êtes-vous allé là seul, accompagné? Comment ça fonctionnait? Au début, l'idée, c'était d'y aller seul, mais rapidement, je me suis dit que ça serait mieux à deux. Et un beau hasard, j'ai une amie Facebook, qui avait une amie Facebook qui était en Espagne et qui voulait aller aider, qui voulait aller aussi à Bucarest, qui était l'endroit où j'allais atterrir, dans les mêmes dates que moi. Donc, une espèce de synchronicité, on pourrait dire, là, c'est arrivé. Et puis, on s'est rejoints là-bas. Et pendant ma préparation, là, cette personne-là, Cynthia, qui est rapidement devenue une amie, c'est elle qui a fait les démarches pour trouver le Airbnb. C'est elle qui a fait toutes les démarches là-bas pour faire en sorte que j'arrive puis qu'on soit prêt à passer à l'action. Bon, l'aide venait principalement soit de la Pologne ou de la Roumanie, ce qui est votre cas à vous. Oui. Quand vous êtes arrivé dans les premiers jours, bon, je comprends que votre camp de base était en Roumanie. À Bucarest, oui. Mais comment avez-vous pu ensuite vous déplacer et pouvoir entrer en territoire ukrainien? Moi, je ne suis pas rentré. Je suis resté à la frontière, juste à la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine. En fait, c'était une condition. Là. Moi, j'ai une conjointe, j'ai une fille, puis d'aller sur les lieux de la guerre, là, c'était un non catégorique, puis je me sens pas, moi non plus, c'est pas moi. Aller sur un territoire où il y a la guerre, non, mais aller à la frontière où les gens arrivent pour les accueillir, pour leur donner de l'aide, c'était ça. Donc, nous sommes intervenus à Bucarest en tant que tel. C'est 3 heures de la frontière, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés, qui se sont fait offrir des logements gratuits, mais qu'une fois rendus sur place, qui n'ont pas d'argent, qui sont vraiment mal pris. Donc, on a aidé des organismes qui viennent en aide et on a fait de l'aide directement aux familles. On a fait des suivis de familles sur place. Donc, on partait, on a loué un véhicule, une minivan, puis on allait porter de l'épicerie, on allait porter beaucoup des couches pour les bébés. C'est beaucoup ça que les gens demandaient. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les premiers jours de cet espace-temps où vous êtes entre Bucarest et la frontière de la Roumanie et de l'Ukraine, que vous voyez ces gens arriver, qu'on tente d'aider, principalement des femmes et des enfants? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? La première chose que Cynthia et moi, qu'on a remarqué, c'était la difficulté pour eux d'accepter l'aide. Ah ouais? Le besoin est énorme. Et on arrive avec des choses, on arrive, puis avez-vous besoin d'autre chose? Non, 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 non. Mais on voit l'appartement, on voit que c'est vide. Donc, on donnait plus. Ce sont des gens très fiers. Les Ukrainiens, tous les Ukrainiens qu'on a rencontrés, qu'on a donné de l'aide, des gens très fiers qui ne comprennent pas pourquoi quelqu'un du Québec, du Canada, est là pour les aider. Ah ouais? Ça m'a frappé énormément. Et puis qu'une fois cette barrière-là est passée, là, c'est sûr que la langue, on fonctionnait avec les traducteurs, les téléphones. Et une fois que la première barrière est passée, le contact devenait vrai, il y a tout de suite quelque chose qui se créait. Et puis là, c'est comme si on était devenus membres de leur famille rapidement. Ils nous accueillaient les bras ouverts avec les enfants. Les sentiez-vous émotifs ou sur l'adrénaline ou un peu dépassés par les événements? On voyait les deux. J'ai fait les deux. Lorsque j'étais à la frontière directement, là où il y a les tentes qu'on voit à la télévision, les gens arrivent justement sur cette adrénaline et on peut passer de la main devant les yeux, là, puis mode survie. Arrivés en ville, ils ont eu le temps de décanter un peu. Et là, on a vu de l'émotivité. On a vu cette fierté-là, puis le questionnement. On nous aide, on comprend pas. On n'est vraiment pas bien, mais en même temps, les gens viennent nous aider. Donc, on a senti ça, que ça commençait à, je dirais, dégeler un peu au niveau émotif. Puis que les gens commencent à se questionner, oui, mais après. Là, on est atterri ici, on ne sait plus notre maison, on ne sait plus notre école, on ne sait plus quoi que ce soit. Est-ce que notre ville, est-ce qu'on va pouvoir y retourner un jour? Donc, on sentait ça tranquillement. Bon, vous êtes resté là quand même pendant 24 jours, oui. C'est-à-dire du 4 au 28 avril. Oui. Donc, vous êtes revenu quand même tout récemment. Est-ce qu'à un certain moment, on est un peu pris dans ce tourbillon-là? Est-ce que même on perd un peu nos repères?
On sait qu'ici, on est dans une vie très normale. Regardez, en arrière de vous, là, il y a des travaux. Oui. C'est la vie normale, mais durant ce 24 jours, comment vous-même avez-vous vécu ce moment-là? C'est vraiment intéressant. Je suis présentement en train d'atterrir personnellement de ce voyage-là au niveau émotif, au niveau de la fatigue. Je me rends compte que ça prend un petit bout pour en revenir. Sur place, là-bas, premièrement, on arrive avec un décalage horaire de 7 heures. Et puis, on arrive là, gonflé à bloc, là. Là, c'est là que ça se passe. On est fatigué, mais c'est pas grave, on y va. Donc, il y a l'adrénaline. Puis après quelques semaines, là, c'est comme, il y a une fatigue de fond qui se fait sentir. Il y a un épuisement, mais en se souvenant de l'objectif, puis en se comparant aux gens qui vivent là-bas, moi, je me suis beaucoup oublié, puis Cynthia aussi, là. Nos petits problèmes à nous, notre petite fatigue, là, on met ça de côté, puis on se donne à 100 %. Mais ce qui a aussi comme conséquence qu'il y a des journées où on était obligé de se reposer de force, là, qu'on est tombé de fatigue. Bon, vous avez été aussi beaucoup sollicité par les médias, surtout les télés, entre autres, qui, évidemment, disaient, bien, écoutez, il y a un Canadien, un Québécois qui est là-bas, on va le rejoindre et tout ça. Donc, ça aussi, vous avez été peut-être... Vous saviez probablement que ça allait arriver, mais c'était quand même à bonne dose, là. Oui, je savais pas que ça arriverait à ce point-là. Il y a des journées, par exemple, là, Cynthia a tenu un agenda de mes rendez-vous pour la télévision, pour les journaux. J'ai eu une entrevue en anglais à la radio, en direct. Ça a été... premièrement, j'ai accepté parce que ça a contribué à ce que les dons continuent à arriver puis qu'on pouvait redistribuer là-bas. Deuxièmement, j'ai beaucoup accepté parce qu'on s'est dit, il faut qu'on continue à en parler parce que c'est grave ce qui se passe là. On était témoins de quelque chose, on était des témoins privilégiés, puis on comprenait pourquoi les médias voulaient savoir, pourquoi la population doit savoir aussi. Mais ça a été énergivore, en effet, parce que moi, c'est pas mon métier. Et lorsqu'on a 3 rendez-vous dans une même journée, bon, c'est sûr qu'il fallait le prévoir. En plus d'aller aider les familles, en plus de faire du transport à l'aéroport. Oui, ça a été une gestion, mais j'ai découvert que c'est quelque chose qui, quand même, que j'étais capable de faire, puis je trouve que c'est un plus pour moi d'être passé par là. C'est un privilège. Avez-vous eu connaissance qu'il y a eu d'autres personnes comme vous, là, des initiatives personnelles d'un peu partout dans le monde, des gens qui ont eu peut-être la même réaction que vous, puis qui ont décidé de débarquer à la frontière de l'Ukraine? Si ce n'était pas des gens comme nous, ça ne fonctionnerait pas présentement parce que le besoin est tellement, mais tellement intense. En Pologne, on parle de millions de personnes, plusieurs millions. Là, il y a plus d'organismes comme la Croix-Rouge, etc. Mais où on était, nous, c'était presque 100 % des gens comme moi qui allaient, qui donnaient de leur temps. Tout simplement. Oui, j'ai rencontré des Américains, des Italiens, des Grecs, et puis tous orientés vers un même objectif d'aider. C'est vraiment quelque chose qui aidait beaucoup, qu'on ne se questionnait pas, là. En terminant, avez-vous vraiment l'impression, parce que vous avez dit tantôt au départ, je voulais aider, donc ça, c'était mon besoin à moi. Maintenant, avez-vous vraiment l'impression d'avoir pu aider, même si ça peut être une goutte d'eau dans l'océan, mais d'avoir ce sentiment d'avoir aidé? Oui. Si je vais voir sur mon Facebook présentement, il y a des photos de moi où j'ai mis un kiosque de jouets pour les enfants. Oui, j'ai vu. Mais ça, ma goutte d'eau à moi, d'avoir mis des sourires dans le visage des enfants qui traversaient la frontière et des parents qui ont été soulagés de voir leurs enfants sourire, moi, là... Juste ça, c'est bon. C'est juste ça, c'est bon, et on a fait beaucoup plus. Donc, tranquillement, le sentiment de fierté puis d'avoir fait quelque chose d'important est en train d'apparaître. Bien, bravo à vous pour cette initiative, en souhaitant que ça puisse en inspirer d'autres. Puis merci à vous d'avoir expliqué votre périple. Merci beaucoup, M. Latour. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur YouTube. Bien, bien sûr. Ne manquez pas ça.
Un événement est actuellement en préparation pour le 12 octobre, donc à l'automne, au Théâtre des Deux-Rives. Ça s'appelle le Show de la résilience. C'est destiné au personnel du réseau de la santé à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc l'hôpital, CHSLD et autres. L'un des organisateurs est avec nous, c'est Claude Galipeau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de l'invitation. Cette idée-là, ça fait plaisir. Comment l'idée est-elle arrivée? C'est une bonne question. Moi, il y a deux raisons pourquoi que je me suis embarqué là-dedans. La première raison, c'est que pendant la pandémie, surtout au début de la pandémie, c'était l'incertitude. Les employés de la santé ont mis leur vie personnelle de côté, ont mis la santé, là, c'était vraiment l'incertitude. Donc, eux autres, ils ont foncé tête première là-dedans. Ils ont été surmenés. Donc, moi, j'ai décidé d'un peu remettre ça, là, de lui donner un petit peu de plaisir, que c'est rafraîchissant, c'est rassembleur. Puis la deuxième raison, moi, je dois beaucoup au système de la santé parce que le système de la santé a sauvé la vie de ma fille en 2013, suite d'un cancer. Fait que moi, j'ai toujours été... la santé, ça a toujours été important pour moi. Puis ben, moi, ça a été ma manière de leur dire merci. Lui donner du bon temps. Bon, parce que vous-même, vous travaillez dans les services d'urgence, oui, comme pompier. Donc, vous êtes appelé souvent à être en communication avec les policiers, avec les infirmiers, avec les médecins, avec les réseaux des services d'urgence. Donc, vous êtes à même de constater leur utilité dans la société et probablement que le phénomène de la COVID, pour vous, a simplement amplifié tout ça. Là. Oui. En étant, moi, je suis pompier au centre-ville de Montréal. Ça fait 34 ans que je suis là. On était en première ligne à Montréal parce que le premier répondant était à Montréal. Puis, Montréal, c'était l'épicentre au Canada. Donc, j'ai vu les inquiétudes. Puis là, là, c'était en pré-hospitalier. Puis là, je me disais, en milieu hospitalier, comment est-ce que ça peut être, là? C'était quelque chose. C'était vraiment stressant. Puis j'imagine qu'eux autres, là, c'était quelque chose. Parce que même, je me rappelle, il y a eu à quelques occasions là, des coups de klaxon donnés devant l'hôpital, entre autres avec, la présence des pompiers, mais la présence du public en général, qui voulait saluer les travailleurs de l'hôpital. Là. Exactement. Je pense que toute la société leur doit ça. Bon, pourquoi un spectacle? Bien, pourquoi un spectacle? C'est parce que, comme je disais, eux autres, là, ils ont besoin d'un petit peu de plaisir. Ils ont besoin de sortir de leur environnement de travail. Puis moi, bien, j'ai l'outil de ça. J'ai l'expérience dans la production d'événements, de spectacles. La formation Brass & Co, c'est une excellente formation de musique festive qui est de Saint-Jean. Puis, à un moment donné, je me suis assis en studio avec eux autres, puis j'ai proposé ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous diriez si on mettrait notre temps, notre musique au service de la santé? Tout le monde a dit oui, on embarque. Fait que c'est à partir de là que là, je me suis entouré avec la Fondation Saint-Jean. Je remercie beaucoup Julie Coupal parce que c'est ma grande partenaire là-dedans. Puis c'est là qu'on est allé chercher le financement parce que c'est toutes des entreprises d'ici, le gouvernement qui paye tous les coûts de production au total. C'est pour ça que c'est un spectacle gratuit. Puis ça, c'est important pour moi. Parce que je regardais d'ailleurs sur la petite vidéo promotionnelle, vous avez plusieurs partenaires, dont la Fondation Santé. Oui. Député, ville, il y en a plein d'autres aussi. L'ASPEC, forcément, parce que là, vous êtes aux Deux-Rives. Oui. Donc, il y a beaucoup de partenaires. Là. Oui, oui. J'en ai plus que ça, j'en ai un peu. Ouais. J'ai des partenaires de service, j'ai d'autres partenaires aussi qui sont beaucoup impliqués. Parce que quand même, c'est un spectacle qui va durer entre 1h30 et 1h45. Les coûts de production sont assez élevés. Fait que c'est pour ça que je me suis entouré de ces partenaires-là. Puis on va être capable de présenter un spectacle de qualité. Bon, et c'est un spectacle qui est destiné uniquement... c'est exclusivement... Au personnel. Au personnel de l'hôpital du Richelieu, des CHSLD, des CLSC et les paramédics de Saint-Jean aussi qui étaient vraiment en première ligne, eux autres. Fait que c'est tout ce beau monde-là qui vont être invités. Dans le fond, c'est les invités de tous ces partenaires-là. Est-ce que les gens peuvent être ou non accompagnés? Oui. C'est une paire de billets par employé. Puis, pour s'assurer qu'une fois rendu au théâtre, que c'est vraiment tous des employés de la santé, chaque détenteur de la paire de billets devra présenter une preuve de travail de ces institutions-là. Bon, comment on peut les réserver assez rapidement? Parce que là, je fais un simple calcul. Le 6 de la Montérégie-Centre, c'est 10 000 employés, dont 3 000 uniquement sur le territoire au Richelieu. Oui. Bon, 3 000 employés accompagnés, ça fait 6 000, ça ne marche pas. Non. Il y a 800 places dans le théâtre, ou à peu près, un peu plus. Comment les gens peuvent réserver rapidement leurs billets? Bien, les billets vont être mis en circulation le 1er juin, mais ça va être en ligne, ça va être à vosbillets.ca ou en téléphonant au Théâtre des Deux-Rives pour réserver leurs billets. Okay. Puis, la personne peut réserver, s'ils ont un groupe de travail qui veulent y aller, ils peuvent réserver
6 billets, 8 billets. Qu'est-ce qui est important, c'est que chaque détenteur de billets doit présenter sa preuve d'employé. C'est comme ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le théâtre, les personnes qui vont être dans le théâtre, ça va être pour vraiment le réseau de la santé. Bon. Pourquoi appeler ça le show de la résilience? Ça parlait beaucoup de résilience, puis j'ai trouvé ça en 2 secondes. J'ai dit, comment que je pourrais... Parce que c'est important, un show comme ça, d'avoir un titre. Puis ça m'est venu comme ça, le show de la résilience. J'avais pensé à d'autres choses, mais je pense que tout de suite, ça a cliqué, puis j'ai dit, ça va bien avec l'événement. Bon, les billets risquent quand même de s'envoler assez rapidement, là, parce que, comme je dis, le Deux-Rives, c'est un peu plus de 800 places assises. Oui. Donc, si les gens, à partir du 1er juin, peuvent bien sûr les réserver, là, ça peut quand même partir assez vite. Ça va être ça le comble. Là. Je l'espère. Comme toute formation musicale, quand on fait un spectacle, on espère que toute la salle va être comble. Je suis très confiant que ça va être. Puis si la salle est comble, bien, pour moi, c'est mission accomplie. Bon, parlez-nous un peu de la formation Brass & Co. Oui, la formation Brass & Co, c'est une formation naissante qui est un peu le mélange de... Il y a des musiciens qui étaient avec une autre formation avant, qui se nommait le Rock and Java, qui était bien connu à Saint-Jean. Là, il y a eu une restructuration, on a changé de nom pour avoir vraiment... qu'on soit plus représentatif de ce nom-là. Puis, 70 % des membres, c'est du monde de Saint-Jean. Puis, il y a quelques musiciens de l'extérieur. Puis nous autres, notre spécialité, bien, c'est vraiment la musique des années 80. C'est de la musique festive, là. C'est de la musique puis le bon vieux disco, là. Ça, on n'y échappe pas. Donc, je dirais, sans comparer, c'est un peu comme le même répertoire que le Boogie Wonder Band, disons. Okay. Il y a des très bons musiciens là-dedans. C'est des musiciens amateurs, mais c'est des musiciens d'expérience. C'est une solide formation. Je pense que ça va être une belle soirée. Bon, la COVID, parce que la COVID, on est dans la 6e vague là, qui s'amenuise. Il y en aura peut-être une 7e à l'automne. Bref, on a un peu appris, malheureusement, à vivre avec le virus. Ouais. Heureusement ou malheureusement, mais bref, on est un peu pris avec. Ouais. Mais même, je prends mon propre exemple, parce que l'une de mes filles, moi, travaille au 7e étage de l'hôpital, qui est un étage où il y a encore des patients COVID. Oui. Puis il y a encore des gens, on a souvent l'impression que c'est uniquement des personnes âgées et malades qui sont là. Non, il y a encore du monde, comme vous et moi, qui ont juste eu la malchance de développer des symptômes un peu plus graves de la COVID. Oui. Puis le personnel de la santé qui est appelé à faire, comme on dit, des TSO, des temps supplémentaires obligatoires, des doubles. La période de l'été s'en vient. Le personnel de la santé a été extrêmement dévoué et impacté par la COVID. Oui. C'est majeur. Oui, c'est très majeur. Puis c'est un peu ça que... Ce monde-là, ils ont besoin un petit peu de moments rafraîchissants, puis c'est rassembleur aussi. Fait qu'on veut le sortir le milieu de travail, lui offrir un spectacle pour qu'ils relaxent un petit peu. Et juste leur dire merci dans le fond. Et leur dire merci. Puis moi, ben, je suis content aussi, parce que moi, mes 2 filles, ils font partie du réseau de la santé. Fait que c'est un peu aussi pour eux autres que je l'ai fait. Puis comme tout le monde, on a un membre de notre famille, plusieurs membres qui font partie de la santé. Fait que moi, c'est ma manière à moi de lui dire merci. Donc, un homme, disons, très occupé, parce que là, bon, vous êtes pompier à Montréal, déjà été un petit peu pompier à Saint-Jean aussi, impliqué dans la formation musicale Brass & Co. Oui. Impliqué aussi dans la page Facebook qui nous ressasse un peu des archives. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est Clin d'œil au passé de Saint-Jean que j'ai fondé en 2013, puis qui approche les 12 000 membres. Puis moi, bien... Pourquoi j'ai parti ça? C'est qu'à un moment donné, mon père il était photographe amateur. Puis il aimait beaucoup ça, se promener dans le vieux Saint-Jean, puis prendre des photos, des clichés. Puis là, quand il est décédé, bien, moi, j'avais ces photos-là. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est là que m'est venue l'idée de partir Clin d'œil au passé de Saint-Jean. Puis de fil en aiguille, moi, j'étais un passionné d'histoire. Avec les outils, tous les outils, bien, j'ai réussi à avoir cette page-là aujourd'hui. Puis surtout qu'il y a des membres passionnés, qu'eux autres aussi emmènent leurs expertises. Là, fait que c'est un beau mélange de collection de photos familiales. Fait que c'est très instructif, cette page-là. Donc, allez faire un tour. Donc, Clin d'œil au passé de Saint-Jean-sur-Richelieu sur Facebook. Si vous n'êtes pas déjà membre, allez-y. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que ça me fait revivre un peu différentes époques qu'on connaît de la ville et notamment du centre-ville, qui est perpétuellement en travaux, comme vous le voyez derrière notre invité en ce moment. C'est un avant-goût de ce qui s'en vient dans 1 an ou 2. C'est une réparation d'urgence de Bell Canada. Donc, je le répète, le show de la résilience, c'est le 12 octobre, donc à l'automne, au Théâtre des Deux-Rives. C'est gratuit.
c'est avec la formation Brass & Co., mais c'est réservé uniquement au personnel du réseau de la santé de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et dès le 1er juin, vous allez pouvoir réserver vos billets pour être présent à cette soirée. Est-ce qu'on oublie quelque chose? J'aimerais, si tu me permets, Oui. j'aimerais ça parce que c'est très important. Hein? Les commanditaires, c'est eux autres, c'est grâce à eux autres, puis c'est du monde généreux. J'aimerais juste ça les présenter. Allez-y. Mes commanditaires, d'abord, j'aimerais remercier mes 10 musiciens de la formation Brass & Co. Sans eux, il n'y aura pas de ces soirées-là. J'aimerais remercier la MRC du Haut-Richelieu-Rouville, le député provincial Louis Lemieux ainsi que le député fédéral, la députée fédérale Christine Normandin. Bien sûr, la Fondation Santé, qui est mon lien entre le réseau et la production. Comtech Informatique, Copicom, j'ai Tremcar, j'espère que j'en oublie pas, Steve Steakhouse, Sylvain Côté TV. Puis, c'est ça. Il y a un commanditaire très important. C'est un gros merci à Desjardins. Desjardins qui est un grand partenaire là-dedans. Claude Galipeau, merci beaucoup. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Restez Merci de avec m'avoir nous. su. On vous revient tout de suite après ceci. Ah, le show de la résilience Brass & Co. C'est le 12 octobre prochain au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Un spectacle réservé exclusivement au personnel de l'hôpital du Haut-Richelieu, du CHSLD, du CLSC et les paramédics de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le tout animé par le comédien Emmanuel Auger. Martin Deschamps, Valérie Lahaye et Karine Deschamps seront les artistes invités. Une paire de billets gratuits par employé avec la personne de son choix. Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne ou par téléphone. Ce spectacle aura lieu grâce à ses généreux partenaires. On est actuellement en quête de souvenirs. Si vous avez déjà habité le secteur de l'Acadie ou si vous possédez des photographies, on est en train de bâtir un peu une banque d'archives, si vous voulez, avec les gens de témoinsdutemps.ca. Donc, on vous invite à rentrer en contact avec eux. Donc, vérifiez un peu ce que vous avez à la maison, des vieilles photographies sur l'Acadie. Je pense qu'il y a des gens qui vont être très, très, très intéressés par la chose. À demain. Bye-bye.